C'est sur quoi aujourd'hui l'épisode de la sophronomie? La sophrologie? La culture de l'échec? Oh là là, mais ma pauvre Ghislaine, mais c'est la culture de ta coiffure, hein, qui est en échec. Oh non mais attends, mais sans déconner! L'échec est un mot intéressant. C'est à la fois le résultat négatif d'une action humaine ou mécanique et un jeu. Les deux ont d'ailleurs été théorisés puisque l'on prête à l'échec des vertus d'apprentissage et au jeu une évocation de l'affrontement géopolitique entre les grandes nations de ce monde. J'en réfère à Garry Kasparov qui affirmait que l'affrontement stratégique de l'échiquier reproduisait celui des grandes puissances politiquement rivales, voire ennemies. L'échec permettrait de comprendre de nos erreurs pour parvenir à la réussite et le jeu de confronter nos capacités à mettre l'adversaire en position d'échec. Pour comprendre comment gagner au jeu, il faudrait donc subir plusieurs défaites. Et dans la vie, à quoi correspondent nos échecs? Doit-on s'y attarder et les comprendre? De nombreux intellectuels ont réfléchi sur la valeur de l'échec, sur sa nécessité ou son importance relative. Mais c'est notre perception de l'échec qui est, me semble-t-il, intéressante à évoquer avec vous aujourd'hui. Et pour cela, je vais utiliser le prisme du sport, déjà parce que c'est un domaine qui m'intéresse et dans lequel je travaille, mais aussi parce qu'il est le reflet de notre perception française de l'échec. Je vais prendre pour cela un exemple. Diane Nayad, une américaine. Ne faites pas d'anti-américanisme primaire, écoutez d'abord son histoire. Diane Nayad a un projet totalement fou, relier Cuba à la Floride à la nage, soit près de 166 kilomètres. Elle fait sa première tentative en 1978 à l'âge de 28 ans. Elle a nagé pendant 42 heures et parcouru 122 kilomètres. De forts vents d'ouest et des vagues de près de 2,50 m l'obligèrent à stopper et à renoncer. 33 ans après, en 2011, à l'âge de 61 ans, elle tente à nouveau la traversée. Elle a nagé pendant 29 heures avant de devoir arrêter après avoir rencontré des courants et des vents forts qui l'ont fait dévier vers l'est. Elle a également commencé à souffrir de l'épaule après sa troisième heure dans l'eau. Elle a fait une poussée d'asthme sur la dernière heure, ce qui l'a obligée à alterner brasse et crawl et à devoir rouler sur son dos pour reprendre son souffle. Elle fera une troisième tentative en 2011 toujours. Elle nage pendant 41 heures, soit 124 kilomètres. De multiples piqûres de cuboméduse sur son avant-bras et son cou ont provoqué une détresse respiratoire intense et la fin de cette troisième tentative. Elle tente une quatrième tentative en 2012, mais 2 tempêtes et 9 piqûres de cuboméduse l'obligent à arrêter alors qu'elle avait déjà pourtant parcouru plus de distance que ses tentatives précédentes. 4 tentatives en 36 ans. Ce sont 4 tentatives et 4 échecs. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Si le projet de traversée a échoué 4 fois, on peut considérer que ce sont 4 échecs. Mais c'est la perception de ces échecs qui va être importante. Une perception liée à notre rapport culturel à l'échec. Tout cela s'apprend lorsque l'on est enfant. Ce n'est pas faire injure à notre pays que d'affirmer que des petites classes jusqu'à l'université les erreurs sont sanctionnées par des notes. Si elles sont négatives, elles handicaperont l'élève sur sa notation finale et son accès au niveau supérieur. Le travail de l'étudiant tout au long de sa scolarité est évalué par ses pairs sur une échelle de valeurs qui va, en règle générale, de 0 à 20, parfois de 0 à 10. À cela s'ajoute que la notation française, hors cas particulier dans certains établissements en éducation prioritaire, la notation française se fait sur le travail rendu, mais ne tient pas compte du contexte de l'élève, c'est-à-dire sa tension nerveuse, son stress, sa stratégie, sa capacité éventuelle à tricher aux épreuves sans se faire prendre, son contexte social. Elle ne tient pas non plus compte du contexte de celui qui note, le stress et la fatigue du correcteur. Note-t-on de la même façon après une importante et fatigante journée de travail? Note-t-on de la même façon lorsqu'on rencontre des problèmes dans sa vie personnelle? Est-ce que l'on note objectivement de la même façon l'élève perturbateur ou le premier de la classe? Est-on inconsciemment plus sévère ou plus indulgent selon l'établissement dans lequel on travaille? Je ne mets pas en cause ici le corps enseignant, je souligne les limites d'un procédé et du système éducatif français dans sa globalité. Il existe bien entendu des cas particuliers et des notations autres sur les compétences acquises. Je rappelle également que les professeurs sont passionnés, humains et donc faillibles.
La docimologie, c'est-à-dire l'étude du déroulement des évaluations en pédagogie, reconnaît que sur un travail donné, la note attribuée pourrait être différente selon le correcteur, et ce, quelle que soit la discipline. La note est donc influencée par de multiples facteurs qui s'ajoutent à l'évaluation du travail rendu. C'est donc dans ce contexte imprécis que commence et se déroule notre apprentissage scolaire et qui va conditionner, en plus de l'apprentissage social, notre interprétation de l'échec. En France, l'échec est connoté négativement de l'école jusqu'au monde du travail. Il peut être montré du doigt et créer une défiance quant à la perspective d'une seconde chance. Il faut, pour être adoubé d'une bonne note, suivre des règles et des codes qui ne laissent pas ou peu de place à l'erreur formatrice, à l'erreur qui deviendra une expérience, voire une compétence si on en a compris le sens. Lorsque vous vous présentez devant votre banquier pour recourir au crédit, votre projet est évalué selon sa faisabilité hypothétique en mesurant votre habileté de futur entrepreneur à éviter l'échec. Gare à vous si votre parcours est assombri d'une ou plusieurs erreurs. En ce cas, et par sécurité, on se basera sur la mauvaise expérience du passé pour ne pas vous consentir le futur. Ce n'est pas l'idée qui est encouragée et valorisée à ce moment-là, c'est votre perspective de faillite qui est estimée. L'interprétation de l'échec par peur de perdre de l'argent, par peur de commettre à son tour une erreur. Dans d'autres pays, en Allemagne, en Finlande, aux États-Unis, et je n'en fais pas un pays de référence, loin s'en faut, l'échec est un encouragement à la construction de la réussite. En Allemagne, les notes vont de 1 à 6, 1 étant la meilleure note et 6 la moins bonne. Elles vont à l'inverse de la notation française et elles excluent le zéro et sa notion péjorative. En Finlande, les notes vont, elles, de 4 à 10. 4 pour que l'élève puisse rattraper son échec et obtienne sa moyenne s'il décroche un 6 au prochain examen. Cela valorise ainsi sa réussite. Les États-Unis, eux, ne notent pas avec des chiffres, mais avec des lettres, de A à F. Le principe de toutes ces notations est de redonner confiance à l'élève qui échoue, évaluer sans sanctionner. C'est un facteur motivant et qui prend en compte l'objectif principal de l'école, transmettre un savoir. L'apprentissage scolaire conditionne l'adaptation au futur contexte et contraintes des adultes. Dans ces pays, l'échec d'un projet, par exemple, n'est pas associé à l'initiateur du projet, mais au projet lui-même. C'est une différence notable. Cela signifie qu'on ne regarde pas la personne derrière l'échec d'un projet comme un raté, un entrepreneur qui aura mal fait son travail, à qui il sera difficile de refaire confiance. On dira de lui, au contraire, qu'il va acquérir ainsi de l'expérience, voire de la légitimité. J'en reviens à notre nageuse. Diane a cumulé, en 36 ans, près de 152 heures d'échecs dans l'eau, soit un peu plus de 6 jours sans jamais cesser de nager. Plusieurs interprétations sont possibles selon notre rapport culturel à l'échec et notre rapport au contexte. Interprétation numéro 1. Cette traversée est tout bonnement impossible et dangereuse et ces 4 tentatives avortées le prouvent. Interprétation numéro 2. Toutes ces tentatives sont des exploits sportifs considérables qui tentent à penser qu'un être humain est capable de repousser les anciennes limites sportives jusqu'alors établies. La réussite est donc possible. En 2013, à 64 ans, Diane se lance dans sa 5e tentative, nourrie de ses échecs et de la motivation qu'elle a pu en tirer. Protégée cette fois des méduses par un masque en silicone sur mesure, une combinaison intégrale, des gants et des chaussons, elle parvient à rejoindre Key West après avoir nagé pendant 53 heures et parcouru 180 kilomètres. 16 millions de personnes dans le monde pratiquent la nage en eau libre. Parmi elles, 116 personnes sont capables de nager plus de 24 heures durant. Au-delà de 48 heures, ils ne sont plus que 12 nageurs dans le monde. Diane Nayad a nagé plus de 52 heures contre les vents, les vagues, la déshydratation liée à l'eau salée, le risque d'hypothermie lié aux baisses de température, les erreurs de navigation, les pannes de matériel, le mal de mer, les cuboméduses, les requins, les hallucinations, les crampes, les douleurs, les préjugés sur son sexe et sur son âge, et contre l'un des courants les plus forts qui existent dans ce monde, le Gulf Stream.
L'exploit réalisé par Diane Nayad est humainement exceptionnel. Exceptionnel à tel point que des chercheurs de l'Université de médecine de San Diego ont étudié son cerveau en le faisant réagir à des situations de stress respiratoire intense pour voir comment il appréhendait ces situations et comment il s'y préparait. Ils se sont rendus compte qu'une partie de son cortex singulaire antérieur, qui régule les émotions, réagissait mieux, c'est-à-dire qu'il anticipait mieux la gestion du stress ressenti que le cerveau des Navy SEALs et des Marines américains. Sans ces 4 tentatives avortées, il n'y aurait pas eu une telle observation qui rayonne automatiquement sur les possibilités du cerveau humain et les limites que l'on peut franchir désormais. Ces 4 échecs sont interprétés autrement par Diane et son équipe, et ce sont 36 ans de préparation qui permettront cette traversée. Je précise que la culture de l'échec est telle qu'elle a engendré une suspicion quant à sa réussite réelle et on lui reproche, entre autres, une vitesse suspecte et anormalement rapide sur quelques heures de traversée, vitesse que l'intéressé et son équipe justifient par le fort courant, cette fois-ci en sa faveur. La réussite de cette 5e tentative est aussi due à un contexte favorable. C'est un ensemble de facteurs réunis. L'interprétation de l'échec est essentielle. À l'instar de Diane Nayad, imaginons un instant, c'est purement hypothétique, imaginons que Yannick Noah, 63 ans, convoque la presse pour dire qu'il reprend le tennis et qu'il souhaite passer les qualifications d'un prochain tournoi du Grand Chelem. Il assure qu'il sera prêt, qu'il s'entraîne avec force et acharnement et que son âge n'est pas un problème mais un atout. On sait aujourd'hui, grâce à Diane et à d'autres athlètes hors normes, qui ont repoussé toutes les limites, et je ne parle pas forcément que de l'âge, mais des limites mentales, de ces croyances limitantes si répandues et qui sclérosent parfois les athlètes et les entourages des athlètes. Je parle de Diane van der Ren, ultra-runneuse de 63 ans au palmarès de course impressionnant, de Georges Hussle, j'en avais parlé dans le premier épisode, qui a terminé un Ironman en Australie à 80 ans, et de tant d'autres phénomènes du sport de haut niveau. On sait, grâce à eux, que Yannick Noah pourrait se qualifier et participer à un futur tournoi du Grand Chelem. Pourquoi ça n'arrivera pas? Parce que notre culture de l'échec ne nous et ne lui permettrait pas d'y croire. Juste d'y croire. On lui dirait que cela fait trop longtemps qu'il n'a pas touché une raquette, qu'il n'a plus le physique de ses 20 ans, que ses adversaires d'aujourd'hui sont plus affûtés et entraînés qu'ils ne l'étaient lorsqu'il a gagné Roland-Garros. Parce qu'il a gagné Roland-Garros. Il est le seul Français à l'avoir fait. Mais on se focaliserait sur son âge, sur le fait qu'il n'est plus et depuis longtemps dans le classement ATP. Mais il serait moqué sur les réseaux sociaux, à la télé, sur C8, sur C9 si ça existe, sur BFM, par tous ces pseudo-commentateurs sportifs férus de retours ratés et de sportifs français éternellement considérés comme des losers. Vous savez qu'il existe en France une fédération de la loose. Elle porte ce nom-là. Fédération de la loose, une fédération qui célèbre notre manière française de perdre, nos coups de gueule et nos coups de mou, nos excuses, nos plaintes, nos défaites plus nombreuses que les victoires et plus passionnantes visiblement à raconter. Nous sommes le seul pays au monde à avoir fait ça. C'est l'héritage de notre culture de l'échec. En bref, notre interprétation de l'échec supposerait que le projet de Yannick Noah est impossible et l'obligerait à renoncer, voire de s'abstenir totalement de convoquer la presse. Nous interprétons la réalité en faveur de l'échec, parce que c'est dans notre culture. Il n'est pas concevable d'envisager la réussite d'un projet comme celui-là, parce que nous observons culturellement à la manière d'un économiste, en considérant les signaux d'alerte, l'âge, les performances des autres, la non-pratique du tennis pendant des décennies. Le facteur humain, pourtant essentiel, n'est pas pris en compte. Le fait que ce serait un événement incroyable à voir, que cela créerait une émulation folle et positive autour d'un athlète, le fait que l'on pourrait encourager sans cynisme quelqu'un qui a un projet audacieux et magnifique. Je vous donne une info complémentaire sur Diane Nayad. De l'âge de 30 ans jusqu'à ses 60, elle avait cessé de nager en compétition. Totalement. 30 ans sans nager. Et elle a réussi tout de même à parcourir une distance que tous les autres athlètes, affûtés, entraînés et plus jeunes, n'ont même pas osé envisager. Diane n'était pas effrayée ou tétanisée par l'échec, elle était galvanisée par son objectif. Elle était sûre d'y arriver. L'échec, c'est ce qui lui a permis de comprendre comment réussir à elle
et à son équipe. Son équipe croyait en sa réussite et la savait possible. Croire, c'est pouvoir. Ça n'a l'air de rien, mais c'est concret et réel dans le cerveau. Je ne cesse de le dire à mes clients. Vous devez convaincre votre cerveau que ce que vous allez entreprendre est possible. Parce que s'il le croit, s'il le visualise, il aura l'impression de l'avoir vécu. L'imaginaire et la réalité sont des notions similaires. Ce sont les données équivalentes transmises de la même façon au système endocrinien et nerveux autonome. Croire, c'est pouvoir. L'interprétation de l'échec modifie ces données. Lorsque les autres interprètent vos échecs et que leur message prend plus de valeur que votre propre interprétation, alors vous cédez à leur peur, à leur culture de l'échec. Dans un tout autre domaine, quand on annonce que Meryl Streep a été nommée 21 fois à l'Oscar de la meilleure actrice dans toute sa carrière, les Américains ne soulignent pas qu'elle a raté 19 tentatives pour en avoir seulement 3, mais ils applaudissent 21 performances qui ont mérité 21 nominations. Ces 21 interprétations sont des réussites et non des échecs. La minute où vous commencez à vous soucier de ce que pensent les autres, c'est la minute où vous cessez d'être vous-même. C'est justement Meryl Streep qui a dit ça. Fort heureusement, Diane ne s'est pas souciée de ce que pensaient les autres, et c'est à la minute où elle a sorti ses chevilles hors de l'eau en arrivant à Key West en 2013 qu'elle a su qu'elle avait eu raison d'être elle-même 36 années plus tôt. Voilà, merci de votre écoute, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt pour un prochain épisode. C'est fini? C'est déjà fini? Non mais attends, ça m'a donné envie de tenter un truc de dingue, oui, on va escalader. Oui, Ghislaine, toi et moi, pourquoi t'as autre chose à faire que de te curer le nez, là? On va escalader le Mont Blanc en talons aiguilles et en écoutant du Yannick Noah. Non mais sans déconner!